Dans la vidéo que nous avions consacrée au phénomène de diffusion, nous avions expliqué que lorsque les atomes d'un cristal sont irradiés par les rayons X, ils vont diffuser de façon sphérique et leur diffusion sera élastique. Diffusion voudrait dire que lorsqu'un atome reçoit un faisceau de rayons X, donc sous forme de photons, cet atome va prendre ces photons et il va les disperser autour de façon sphérique. Et dire que la diffusion est élastique voudrait dire tout simplement que les photons diffusés, donc envoyés dans tous les sens par l'atome, donc ces photons-là vont avoir la même énergie que les photons incidents. Un atome donné n'absorbe donc aucune partie de l'énergie incidente. Tous les atomes d'un cristal vont alors diffuser un rayonnement de même longueur d'onde. Et comme tous les atomes d'un cristal diffusent un rayonnement de même longueur d'onde, c'est que on sera en présence d'un nombre très élevé de sources cohérentes. Ces sources ne sont autres que les atomes donc qui sont en train de diffuser simultanément. Et dans certaines directions, il peut y avoir des interférences constructives entre les rayons diffusés. Et il peut en résulter alors un rayonnement suffisamment intense pour qu'il soit observé. Ce phénomène d'interférence constructive du rayonnement diffusé est ce qu'on appelle la diffraction. Le terme diffraction sera réservé au cristal et la diffusion sera réservée aux atomes. À savoir qu'on parlera de la diffusion des atomes et de la diffraction d'un cristal. La question qu'on doit alors se poser maintenant, c'est que lorsque des rayons diffusés parallèles interfèrent positivement, quelle en est la condition géométrique? L'interférence constructive de certains rayons parallèles peut se faire avec trois conditions géométriques. Les trois conditions en question sont la condition de Laue, la condition de Bragg et la condition d'Ewald. Les trois conditions vont être valables que le rayonnement incident soit des rayons X, un rayonnement neutronique ou un rayonnement électronique. Pour ce qui concerne les conditions de Laue et de Bragg, elles étaient établies respectivement dans les deux dernières vidéos. Quant à la condition d'Ewald, elle va faire l'objet de la présente vidéo. Pour établir cette condition, nous allons avoir besoin d'un certain nombre de définitions que nous avions déjà établies dans les vidéos que nous avions consacrées à la condition de Laue et à la condition de Bragg. Dans la vidéo que nous avions consacrée à la détermination de la condition de diffraction de Laue, nous avions défini, entre autres, un vecteur n qui était sous forme d'une différence S moins S0, schématiquement un vecteur n correspondant à la différence S moins S0, et ce vecteur, nous l'avions appelé vecteur de diffusion. De telle sorte que S et S0, composant ce vecteur différence, sont ce qu'on appelle les vecteurs d'onde et sont caractérisés par le fait que leurs modules sont égaux à 1 sur lambda. Lambda S0 et lambda S ne sont autres que les vecteurs unitaires des directions d'incidence et de diffusion. En somme, S0 est un vecteur qui va orienter les rayons X incidents et S est un vecteur qui va orienter les rayons diffusés qui vont interférer. Dans la même vidéo, nous avions établi que la condition de diffraction de Laue pour la rangée 1, 0, 0, à savoir l'axe des X, cette condition donc était sous forme A scalaire n est égal à H. À savoir que le produit scalaire entre le vecteur directeur de la rangée 1, 0, 0 et la n qu'on vient de définir il y a un instant, donc ce produit scalaire est un entier que nous avions noté H. Et que de façon similaire, les conditions de diffraction de Laue pour les rangées 0, 1, 0 et 0, 0, 1, respectivement l'axe des Y et l'axe des Z, étaient Bn est égal K, Cn est égal à L. Nous avions établi également que dans le cas général, pour une rangée quelconque UVW de paramètre P, la condition de diffraction de Laue pour cette rangée doit s'écrire sous forme P, qui est le vecteur unitaire de la rangée scalaire n, est un entier. Cette condition est donc exprimée dans le réseau direct, et son expression dans le réseau réciproque nous a conduit à établir le fait que le vecteur de diffusion n doit être un vecteur de l'espace réciproque.
à savoir que n va être défini entre l'origine du repère réciproque, qui est la même que pour l'espace direct, et un nœud R quelconque de l'espace réciproque, de telle sorte que le vecteur OR, donc qui est n, sera décomposable sur la base A étoile, B étoile, C étoile du réseau réciproque, de telle sorte donc que n devrait être égal à un entier fois A étoile, plus un entier B étoile, plus un entier C étoile. Les entiers que nous avons notés H', K', L' ne sont pas obligatoirement premiers entre eux, puisque le nœud R peut être quelconque. Comme illustré par la figure suivante, le vecteur n va donc joindre l'origine d'une rangée réticulaire HKL réciproque et un nœud quelconque de cette rangée. Dans le cas de cet exemple, le vecteur n joint l'origine de la rangée HKL et le quatrième nœud. Par voie de conséquence, n serait égal à 4 fois le vecteur directeur de cette rangée. De façon générale, n serait égal à n fois le vecteur directeur de la rangée HKL étoile. Le module de ce vecteur directeur de la rangée HKL étoile n'est autre que l'inverse de la distance DHKL de la famille HKL à laquelle est perpendiculaire la rangée HKL étoile. La démonstration de ce propos a fait l'objet d'une vidéo précédente. Comme DHKL est le vecteur unitaire de la rangée HKL étoile, donc joignant l'origine de la rangée avec le premier nœud, c'est que donc les coordonnées du premier nœud dans l'espace réciproque sont des entiers relatifs premiers entre eux. Ainsi, D étoile HKL n'est autre que H A étoile plus K B étoile plus L C étoile, donc avec H, K et L, entiers relatifs premiers entre eux. Ceci étant dit, d'un autre côté, lors de l'établissement de la condition de Bragg, nous avions démontré que le vecteur n, qui était porté par la rangée réticulaire réciproque HKL étoile, était perpendiculaire à la famille réticulaire HKL. Et comme n correspond à la différence S moins S0, à savoir donc S plus moins S0, n est un vecteur bisecteur de l'angle S moins S0. Et comme S et S0 sont deux vecteurs ayant le même module égal à 1 sur lambda, ça voudrait dire que S et S0 font le même angle avec n. Et comme on vient de le dire, n est perpendiculaire à la famille HKL, ça voudrait dire donc que S0 et S font également le même angle avec les plans de la famille HKL. Nous avons représenté ici l'intersection du premier plan de la famille HKL avec la maille. Tout se passe alors comme si le rayon S était réfléchi par la famille de plans réticulaires HKL, une fois que cette dernière est irradiée par un faisceau de rayon X sous une incidence θ. Nous avons démontré également que lorsqu'on irradie une famille de plans réticulaires par des rayons X incidents sous une incidence θ, il va y avoir diffusion sous le même angle θ. Les plans de la famille réticulaire considérés sont perpendiculaires au plan de la figure. Deux plans consécutifs de cette famille alors vont être représentés par deux droites. Si on considère deux rayons qui vont interagir avec deux plans consécutifs, ces rayons sont en phase à partir de la source et ils le restent jusqu'au point C et A, là où les deux rayons vont se séparer. En effet, au point C, le premier rayon va interagir avec le premier plan et il va diffuser sous une incidence θ, ce qui n'est pas le cas pour le deuxième rayon. Ce dernier, pour rejoindre le rayon diffusé au point C par le premier plan, doit parcourir la distance AD en incidence et la distance DB dans la diffusion. Le deuxième rayon doit donc suivre le retard AD plus DB. Comme la figure est symétrique, la distance AD est égale à la distance DB. Et chacune de ces distances est égale à D sinus θ. Et pour que les ondes diffusées au point C et B soient en phase, c'est-à-dire pour que leur interférence soit constructive et donner un signal perceptible, il faudrait absolument que la distance AD plus DB, qui est donc la différence de marche entre le deuxième rayon et le premier, soit égale à n fois la longueur d'onde. Et comme cette distance est égale à 2d sinus θ, il faudrait alors que 2d sinus θ soit égal à L lambda.
cette équation n'est autre que la fameuse condition de diffraction de Bragg. Dans cette formule, lambda n'est autre que la longueur d'onde du rayonnement X incident. N est un entier naturel et c'est ce qu'on appelle l'ordre de la diffraction. Pour ce qui concerne DHKL, ça correspond à la distance interréticulaire de la famille HKL, à savoir c'est la distance qui sépare de façon perpendiculaire deux plans consécutifs de la famille HKL. Et θ HKL correspond à l'angle de diffraction de la famille réticulaire HKL à l'ordre n. Avec tout ce qu'on vient de rappeler jusqu'à présent, nous avons maintenant tous les ingrédients qui vont nous permettre d'établir la condition de diffraction d'Ewald. Cette dernière ne sera en fait que l'expression de la condition de diffraction de Bragg dans le réseau réciproque. En effet, partant de la condition de diffraction de Bragg, on peut écrire que sinus θ est égal à L lambda sur 2D. Comme n lambda et d sont positifs, le sinus doit être nécessairement compris entre 0 et 1, donc de valeur maximale 1. On peut donc écrire que sinus θ HKL est inférieur ou égal à 1. Ça voudrait dire que n lambda sur 2D est inférieur ou égal à 1. Ce qui nous permet d'écrire que n sur DHKL est inférieur ou égal à 2 sur lambda. Or, comme on l'a rappelé tout à l'heure, la distance DHKL, distance interréticulaire d'une famille HKL, correspond à l'inverse du paramètre de la rangée HKL étoile, rangée qui est perpendiculaire à la famille HKL. Donc DHKL est égal à 1 sur DHKL étoile. En remplaçant donc DHKL par l'inverse de DHKL étoile, cette équation devient ND étoile inférieur ou égal à 2 sur lambda. Et comme on l'a rappelé également tout à l'heure, ND étoile n'est autre que le module du vecteur n de diffusion. Et ce vecteur n n'était autre que S moins S0. S0 étant le vecteur d'onde orientant les rayons X incidents, et S étant le vecteur d'onde orientant les rayons diffractés. En somme, l'expression de la condition de diffraction de Bragg dans le réseau direct peut se traduire par le fait que le module du vecteur de diffusion n doit être inférieur ou égal à 2 sur lambda. Comme le vecteur n est porté par une rangée réticulaire HKL étoile, et comme ces rangées peuvent prendre n'importe quelle direction dans l'espace, c'est que les vecteurs n à considérer doivent être inclus dans une sphère de rayon 2 sur lambda. À titre d'exemple, supposons qu'on dispose d'une rangée réticulaire HKL étoile pouvant donner uniquement 4 vecteurs n de modules inférieurs à 2 sur lambda. Le premier vecteur étant n1, n1 est égal à 1 fois d étoile, d étoile étant le vecteur directeur de la rangée HKL étoile. n2 correspond à 2 fois d étoile, n3 correspond à 3 fois d étoile et n4 correspond à 4 fois d étoile. Comme la rangée réticulaire HKL étoile ne présente que 4 vecteurs n de modules inférieurs à 2 sur lambda, ça voudrait dire tout simplement que la famille réticulaire HKL qui est perpendiculaire à la rangée HKL étoile, donc cette famille réticulaire ne peut diffracter qu'à l'ordre 1, l'ordre 2, l'ordre 3 et l'ordre 4. La famille en question ne peut pas diffracter à l'ordre 5, puisque le vecteur n5 serait égal à 5 fois d étoile, et 5 fois d étoile est supérieur à 2 sur lambda. De point de vue calcul, pour ce vecteur, c'est comme si on cherche à avoir un sinus supérieur à 1, ce qui est impossible. Et c'est pour ça que la diffraction donc à l'ordre 5 de la famille HKL sera impossible. Comme la rangée HKL étoile peut prendre n'importe quelle direction dans l'espace, autour de l'origine de l'espace réciproque, c'est que le domaine où on puisse avoir n inférieur à 2 sur lambda est un domaine sphérique. Donc il va s'agir d'une sphère centrée sur l'origine du repère réciproque et qui a comme rayon 2 sur lambda. La sphère de rayon 2 sur lambda dans laquelle doivent être inscrits tous les vecteurs n
de toutes les rangées HKL possibles dans l'espace s'appelle sphère de résolution. Comme les vecteurs n doivent être les vecteurs de diffusion, chaque vecteur nj correspondra à la différence S moins S0. On rappelle que S est le vecteur directeur des rayons diffusés et le vecteur S0 est le vecteur directeur des rayons X incidents. Si on considère alors un vecteur N1 de module inférieur à 2 sur lambda, et si on considère le vecteur S0 orientant les rayons X de façon horizontale, dans ces conditions, le vecteur S orientant les rayons diffusés doit avoir comme origine l'origine de S0 et comme sommet le sommet de N1. Si on garde maintenant S0 et on considère un autre vecteur N2 de module toujours inférieur à 2 sur lambda, ce qu'on peut représenter par le schéma suivant, le vecteur S correspondant à cet état, comme le cas précédent, ce vecteur S, son origine sera la même que S0, mais son sommet sera placé au sommet de N2. Le nouveau S, il a toujours le même module que précédemment, du fait qu'à chaque fois S et S0 sont des vecteurs ayant le même module égal à 1 sur lambda, mais sa direction est différente de la direction du S correspondant à N1. Si on considère maintenant un troisième vecteur N3 dont le module est différent de celui de N1 et N2, le vecteur S correspondant à N3 va avoir comme origine, comme dans les cas précédents, l'origine de S0 et comme sommet, le sommet de N3. Le fait que les vecteurs N considérés jusqu'à présent n'ont pas le même module, ça voudrait dire tout simplement que les rayons diffractés qu'ils vont représenter ne sont pas orientés dans la même direction de l'espace. Si on considère maintenant un quatrième vecteur N4 de modules différents des précédents, le vecteur S correspondant aura comme origine, toujours comme dans les cas précédents, l'origine de S0 et comme sommet, le sommet de N4. À travers ces exemples, comme les vecteurs S ont la même origine qui est celle de S0, et comme ces vecteurs S ont le même module qui est 1 sur lambda et qui est également celui de S0, ça voudrait dire que leurs sommets, qui correspondent exactement au sommet des vecteurs n considérés, doivent être situés sur une sphère de rayon 1 sur lambda qui est le module de S. La sphère de rayon 1 sur lambda sur la surface de laquelle seront situés tous les sommets des vecteurs n dont le module est inférieur à 2 sur lambda, cette sphère s'appelle la sphère d'Ewald. Si maintenant on représente dans la même figure la sphère d'Ewald de rayon 1 sur lambda et la sphère de résolution de rayon 2 sur lambda, on obtient la figure suivante. Comme le vecteur S0 est représenté ici de façon horizontale, c'est que les rayons X dirigés suivant ce vecteur vont être suivant l'axe horizontal. Comme les rayons diffractés vont être orientés par les vecteurs S, et comme l'origine de ces derniers étant l'origine de S0, c'est que c'est à cet endroit où doit être placé le cristal. Comme le repère direct est lié au cristal, et comme ce dernier donc sera placé au centre de la sphère d'Ewald, c'est que l'origine du repère direct sera placée au centre de la sphère d'Ewald. Quant à l'origine du repère réciproque, ça sera l'origine de toutes les rangées réticulaires réciproques que nous avons placées tout à l'heure au centre de la sphère de résolution. Donc l'origine de réseau réciproque sera placée à cet endroit. Donc exceptionnellement, pour démontrer la condition de diffraction de Laue, l'origine de réseau réciproque et l'origine du réseau direct vont être séparées, contrairement à ce que nous avions annoncé dans la vidéo consacrée aux relations entre le réseau direct et le réseau réciproque, et dans laquelle nous avions signalé que les deux réseaux doivent avoir la même origine. Si on revient maintenant à l'exemple de la rangée HKL étoile, disposant de 4 vecteurs n de modules inférieurs à 2 sur lambda, la famille réticulaire HKL
qui est perpendiculaire à la rangée HKL étoile, ne peut diffracter qu'à l'ordre 1, 2, 3 et 4, et ne pourra pas diffracter à des ordres supérieurs ou égaux à 5, parce que les vecteurs n correspondant à ces ordres-là sont supérieurs à 2 sur lambda. Comme la rangée HKL étoile est perpendiculaire à la famille de même indice HKL, cette famille présente un angle de 90 degrés avec les rayons X. Et telle qu'elle est présentée donc, elle ne diffracte à cet instant à aucun ordre. Pour qu'elle puisse diffracter alors à l'ordre 1, il faudrait que le sommet du vecteur N1 puisse être ramené sur la sphère d'Ewald, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et pour cette raison, il y a donc nécessité de tourner la rangée HKL autour de l'origine de réseau réciproque pour ramener le premier nœud sur la sphère d'Ewald. Et une fois que ce nœud sera sur la sphère d'Ewald, il va y avoir un rayon diffracté suivant la direction S correspondant à la diffraction du premier ordre. Ce cas de figure peut être illustré par la figure suivante. En tournant la rangée HKL étoile d'un angle égal à pi sur 2 plus θ1 correspond à l'angle de diffraction de la famille HKL à l'ordre 1. Le sommet du vecteur N1, suite à cette rotation, sera ramené sur la sphère d'Ewald. La famille HKL, qui était initialement perpendiculaire au rayon X, puisque HKL étoile était parallèle au rayon X, donc cette famille va devenir positionnée à l'angle de diffraction θ1, correspondant donc à la diffraction du premier ordre de cette famille. Comme le sommet de N1 doit être le sommet du vecteur d'onde S, et ce dernier a comme origine l'origine du vecteur S0, c'est que le vecteur S donc va prendre départ du centre de la sphère d'Ewald et il va pointer vers le premier nœud existant sur la sphère d'Ewald. Et ça va donc donner la direction du rayon diffracté. L'intensité du signal envoyé par la famille HKL quand elle sera en train de diffracter à l'ordre 1, ce signal aura pour intensité IHKL. Pour des raisons pratiques, comme le cristal est situé au centre de la sphère d'Ewald et c'est lui qui est en train d'envoyer donc les signaux de diffraction, ça voudrait dire que la famille HKL doit être placée en réalité à cet endroit et qu'elle va être toujours perpendiculaire à HKL étoile. Dans ces conditions, cette figure va devenir comme suit. Disposée de cette façon, la famille HKL fait l'angle θ1 avec les rayons X incidents. Et le rayon diffracté sera cette fois repéré par rapport à l'axe des rayons X résiduels, ce qui va être le cas dans toutes les techniques cristallographiques. Donc ce rayon sera repéré par rapport à cet axe qui est en fait sur l'appareillage l'axe des rayons X. Donc une fois qu'on capte un rayon, on va le repérer par rapport à l'axe résiduel des rayons X. Et dans ce cas, cet angle ne sera que de θ1. La justification de la valeur de cet angle comme étant égale à 2θ1 peut être faite comme suit. Si on considère une famille HKL en train de diffracter à un ordre donné et qu'elle soit alors placée à l'ordre de diffraction θ, c'est que le rayon diffracté par rapport à la famille doit faire le même angle θ. Or, l'angle maintenant entre la famille HKL et l'axe résiduel des rayons X est également égal à θ, puisqu'on a ici la droite représentant la famille réticulaire et la droite représentant les rayons X, et géométriquement, cet angle n'est autre que celui-là. Par voie de conséquence, géométriquement, cet angle est égal à θ, et cet angle est égal à θ par nécessité de diffraction, ce qui fait qu'en tout, l'angle entre l'axe résiduel des rayons X et le rayon diffracté, cet angle n'est autre que de θ. Si maintenant, à partir de cet état, il faudrait diffracter la famille HKL à l'ordre 2, il faut alors la placer à l'angle θ2 égal à arc sinus de lambda sur 2D, soit arc sinus lambda sur D. Comme cet angle est plus grand que θ1, angle de diffraction au premier ordre, ça voudrait dire tout simplement qu'il faudrait tourner la famille HKL dans le sens direct pour augmenter l'angle ici et le ramener à θ2. Une fois que ceci sera réalisé,
ça voudrait dire que la rangée réticulaire HKL étoile, qui est solidaire de la famille HKL, a tourné également dans le sens direct, de façon à ce que le deuxième nœud de la rangée soit ramené sur la sphère d'Ewald. La nouvelle figure de diffraction de la famille HKL à l'ordre 2 devient alors comme suit. Une fois donc que le deuxième nœud de la rangée HKL étoile, qui n'est autre que le sommet de N2, se met sur la sphère d'Ewald, ça voudrait dire donc que la famille HKL est en train de diffracter au deuxième ordre, et comme N2 doit être S moins S0, c'est que le sommet de N2 correspond au sommet de S qui prend départ au centre de la sphère d'Ewald, qui est l'origine de S0. Et S va donc donner l'orientation dans l'espace du rayonnement diffracté par la famille HKL à l'ordre 2. Ce rayonnement aura comme intensité I, qu'on va noter I de H, de K, de L, pour signifier que c'est le rayonnement qui est envoyé par la famille HKL à l'ordre 2. Dans ces conditions, ce rayon diffracté sera repéré par rapport à l'axe dx résiduel d'un angle de θ2. θ2 correspond donc à l'angle de diffraction de deuxième ordre de la famille HKL. Pour que la famille HKL puisse maintenant diffracter à l'ordre 3, il faut placer cette famille à l'angle θ3 égal à arc sinus 3 lambda sur 2D. Dans ce cas, ça voudrait dire que la rangée HKL a tourné suffisamment pour que le troisième nœud soit placé exactement sur la sphère d'Ewald. Et dans ce cas donc, ce nœud, qui n'est autre que le sommet du vecteur N3, est également sommet de S, qui prend départ du centre de la sphère d'Ewald. Le rayon diffracté prend alors départ du centre de la sphère où on a placé le cristal. Il passe par le troisième nœud situé exactement sur la sphère d'Ewald et il continue vers le détecteur pour donner un signal d'intensité I 3H, 3K, 3L, puisque c'est le signal qui provient de la diffraction de HKL au troisième ordre. Et ce signal sera repéré toujours par rapport à l'axe des X résiduel d'un angle de θ3. Pour faire diffracter maintenant la famille HKL à l'ordre 4, il faudrait tourner cette famille pour la placer par rapport au rayon X à un angle θ4 égal à arc sinus 4 lambda sur 2D. Dans la pratique ici, ça voudrait dire que le quatrième nœud ici, qui est sommet du vecteur N4, ce nœud-là doit être ramené sur la sphère d'Ewald. Donc on doit faire une rotation encore plus grande que là où on est pour ramener ce nœud sur la sphère d'Ewald. La figure de diffraction de la famille HKL à l'ordre 4 sera alors comme suit. Sur cette figure, on voit bien que lorsque la famille HKL est en train de diffracter au quatrième ordre, c'est-à-dire lorsqu'elle sera placée par rapport au rayon X à un angle θ4 est égal à arc sinus 4 lambda sur 2D, dans ce cas, le quatrième nœud de la rangée HKL étoile, qui n'est autre que le sommet du vecteur N4, donc ce quatrième nœud doit se trouver exactement sur la sphère d'Ewald. Et comme dans les cas précédents, le sommet de N est le sommet de S, et que ce dernier prend départ du sommet de S0, qui n'est autre que le centre de la sphère d'Ewald, ça voudrait dire donc que le rayon diffracté prend départ du centre de la sphère d'Ewald, traverse le quatrième nœud de la rangée HKL étoile qui se trouve exactement sur la sphère d'Ewald et va vers le détecteur. Le rayonnement donc envoyé sera noté I 4H, 4K, 4L, puisqu'il correspond au signal envoyé au quatrième ordre, et ce signal sera repéré par rapport à l'axe des X résiduel d'un angle égal à 2θ4. Pour ce qui concerne maintenant la diffraction de la famille HKL à l'ordre 5, cette diffraction, comme on l'a signalé tout à l'heure, ne pourra jamais avoir lieu puisque le vecteur N5 allant de l'origine du repère réciproque au cinquième nœud de la rangée HKL étoile a un module qui est supérieur à 2 sur lambda, et par voie de conséquence, en tournant la rangée HKL étoile suite à la rotation de la famille HKL, ce nœud N5 n'aura jamais l'occasion de traverser la sphère d'Ewald.
et sera tout le temps à l'extérieur de la sphère de résolution, et par voie de conséquence, la diffraction de la famille HKL à l'ordre 5 et aux ordres supérieurs n'aura jamais lieu avec la longueur d'onde utilisée. D'après tout ce qu'on vient d'expliquer, la condition de diffraction d'Ewald peut être énoncée comme suit. La diffraction sélective du nème ordre d'une famille de plans réticulaires HKL a lieu lorsque le nème nœud de la rangée réticulaire réciproque HKL étoile correspondante se trouve sur la sphère d'Ewald. Cet emplacement précis est le sommet du vecteur n. Le rayon diffracté de vecteur d'onde S prend départ alors de C, qui est le centre de la sphère d'Ewald et où sera placé le cristal, et passe ensuite par ce nème nœud, tant que ce dernier n'a pas quitté la sphère d'Ewald. La définition qu'on vient de dicter peut être illustrée de façon assez simplifiée par la figure suivante. Sur cette figure, on voit que la famille 111 est en train de diffracter au troisième ordre, puisque le troisième nœud de la rangée 111 étoile qui est perpendiculaire à la famille 111, donc ce troisième nœud est exactement sur la sphère d'Ewald. Et une fois que ce nœud est sur la sphère d'Ewald, un rayon diffracté prend départ du centre de la sphère d'Ewald, traverse le nœud qui est exactement sur la sphère d'Ewald et va vers le détecteur. L'intensité du rayonnement envoyé sera notée I333, puisque ça va correspondre à l'intensité de la diffraction au troisième ordre de la famille 111. En diffraction à l'ordre 3, la famille 111 doit être donc placée par rapport au rayon X incident avec un angle θ3, de telle sorte que θ3 est égal à arc sinus 3 lambda sur 2D. Dans ce cas, le rayon diffracté sera repéré par rapport au rayon X résiduel d'un angle égal à 2θ3. Pour ce qui concerne la présente figure, elle représente les possibilités de diffraction de deux familles H1, K1, L1 et H2, K2, L2. Pour ce qui concerne maintenant la famille H1, K1, L1, on voit bien qu'elle peut diffracter à l'ordre 1, 2, 3 et 4, puisque 4 des nœuds de la rangée réciproque H1, K1, L1 se trouvent à l'intérieur de la sphère de résolution de rayon 2 sur lambda. Donc il va conduire un vecteur N1, N2, N3 et N4 de modules inférieurs à 2 sur lambda. D'un autre côté, vu l'emplacement des nœuds de 1 à 4 dans la sphère de résolution, on en conclut que la famille H1, K1, L1 n'est en train de diffracter à aucun ordre. Pour qu'elle puisse le faire par exemple à l'ordre 1, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il faudrait tourner cette rangée H1, K1, L1 réciproque de telle sorte que le nœud N1 vienne se placer sur la sphère d'Ewald. Et pour qu'elle puisse diffracter à l'ordre 2, il faut ramener le deuxième nœud sur la sphère d'Ewald. Pour qu'elle puisse diffracter à l'ordre 3, il faut ramener le troisième nœud sur la sphère d'Ewald. Et pour qu'elle puisse diffracter à l'ordre 4, il faut ramener le quatrième nœud sur la sphère d'Ewald. Successivement, ça voudrait dire que la famille H1, K1, L1 correspondante doit être placée successivement à l'angle θ1, θ2, θ3, θ4, respectivement angle de diffraction à l'ordre 1, 2, 3 et 4. Pour ce qui concerne maintenant la famille H2, K2, L2, représentée ici par sa rangée réciproque H2, K2, L2 étoile, cette famille ne peut diffracter à aucun ordre puisque tous les nœuds de la rangée H2, K2, L2 étoile se trouvent à l'extérieur de la sphère de résolution. Et en tournant cette rangée donc, aucun des nœuds ne va pouvoir traverser la sphère d'Ewald. Si maintenant on souhaite faire diffracter la famille H2, K2, L2 à l'ordre 1 ou même à des ordres supérieurs, il suffit tout simplement d'augmenter le rayon 2 sur lambda de telle sorte que les nœuds souhaités rentrent dans la sphère de résolution.
Or, augmenter le rayon 2 sur lambda de la sphère de résolution revient à diminuer la longueur d'onde. Dans la pratique, la longueur d'onde lambda des rayons X incidents avec laquelle on travaille habituellement est la longueur d'onde K alpha 1 du cuivre. Cette longueur a comme valeur approximativement 1,54 angstrom. Et pour augmenter le nombre de diffractions, on recourt généralement à l'utilisation de la radiation K alpha 1 du molybdène, dont la longueur est approximativement égale à 0,74 angstrom, pratiquement la moitié de la radiation équivalente du cuivre. Dans ces conditions, le rayon de la sphère de résolution correspondant à la radiation K alpha 1 du molybdène sera 2 fois plus élevé que celui de la sphère correspondant à la radiation K alpha 1 du cuivre. Et dans ces conditions, toutes les familles réticulaires du réseau cristallin vont pouvoir diffracter à des ordres encore beaucoup plus élevés qu'avec la radiation du cuivre. Maintenant, et contrairement à ce qu'on vient d'expliquer, si on réduit le rayon de la sphère d'Ewald, ça voudrait dire que l'ordre de diffraction de certaines familles va encore diminuer. Or, diminuer le rayon de la sphère d'Ewald reviendrait donc à augmenter la longueur d'onde des rayons X utilisés. Ce cas de figure va nous permettre de comprendre alors pour quelles raisons les cristaux ne peuvent pas diffracter à la lumière normale. Et comme les longueurs d'onde du rayonnement visible se situent entre 4000 et 8000 angstroms, tellement que ces valeurs sont élevées que 2 sur lambda est très très faible, de telle sorte que par rapport aux distances du réseau cristallin, 2 sur lambda pour le visible va être ramené pratiquement à un point. Et dans ces conditions, tous les nœuds de toutes les rangées HKL réciproques vont être en dehors de la sphère 2 sur lambda correspondant au rayonnement visible. Et c'est pour cette raison que les cristaux ne peuvent pas diffracter à la lumière normale. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.